Il était une fois, vous souvenez-vous de ce début de phrase? Ce « il était une fois » interprète plus qu'une histoire, tant ce qu'il suggère est issu des profondeurs de nos imaginaires. Enfant, j'aimais les belles histoires, pas celles de princes charmants ou de princesses charmantes. Elles ne résonnaient malheureusement pas avec mon milieu social pour me donner envie d'y plonger. Non, les histoires qui me parlaient se perdaient dans les exploits de sportifs, les aventures téméraires et valeureuses de personnages héroïques et audacieux. Il y avait dans ces récits quelque chose qui se tenait à distance des pouvoirs magiques et de ma réalité banlieusarde d'un grand ensemble HLM. Devenu père, une autre époque de ma vie donc, je m'aventurais davantage dans le sens le plus magique du conte, veillant malgré tout à ce que l'imaginaire de mes enfants contienne la promesse d'un récit pas trop éloigné du réel. J'avoue que j'étais impatient du moment où j'allais leur raconter une histoire. Il se créait dans ma tête un désordre dans mon existence disciplinée. Et plus il grandissait, plus mes enfants n'étaient pas dupes. Ils ressentaient chez moi ma joie de lecteur et de récepteur du dit conte. Je me faisais lecteur et auditeur de notre histoire, au point que j'oubliais parfois que ce moment était d'abord le leur. Devenus plus grands, ils manifestaient leur désir d'être eux aussi les conteurs. J'aimais ça. C'était l'assurance que qu'eux et moi, on allait nous échapper des cadences de notre quotidien, que le temps d'une histoire, nos imaginaires allaient se mêler. L'homme dont je vais parler ici ne sort pas de mon imaginaire. Son histoire, c'est l'histoire d'un mec. Ce terme, je l'utilise à dessein, car cette personne s'incarne parfaitement dans son usage et qui s'est juré de faire de sa vie plus qu'un conte de fées, une épopée. Sa conviction est celle-ci. Pour que le monde lui appartienne, il doit s'écrire une histoire. Et même si le coefficient des adversités qu'il va rencontrer sera élevé, il doit se faire une place dans ce monde, la meilleure, bien entendu. À chaque étape qu'il a franchie dans sa trajectoire homérique, il tient ses audaces en témoin. Le récit qui sera fait de son existence déterminée sera écrite par lui seul. Est-il mégalomane ? Si ce mot n'était pas douteux dans la sphère médiatique, il s'en saisirait volontiers. Quand on se fabrique une vie foisonnante, il ne faut pas avoir peur d'un qualificatif qui, du reste, ne changera strictement rien à la place qu'il veut se faire dans l'histoire. Seulement, dans une France soupçonneuse à l'égard des casse-cous, il se retient. Conquérant, pirate, des termes utilisés par les journalistes que ses manières d'agir émerveillent, lui convient. Notre homme a les deux pieds fortement ancrés dans le réel. Ce réel dont il aime à dire qu'il révèle les individus. Celui qui sait s'y adapter, qui sait en tirer profit, celui-là écrira l'histoire. La sienne, il s'amuse dur à la rappeler. Des serveurs sur Minitel programmés pour des groupes de presse durant l'adolescence, une aventure dans le Minitel Rose, une autre dans le domaine des pipe shows, une mise en examen et une détention provisoire durant 1 mois à la prison de la Santé à Paris pour proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux au sujet d'un de ces pipe shows, l'aventure de l'Internet, des investissements à profusion dans la vie économique et financière, je prends mon souffle et je le perds car ces placements sont copieux. Dans l'immobilier commercial, dans la course hippique, dans des hôtels particuliers, dans la presse écrite, dans l'audiovisuel, dans l'univers des startups. J'arrête là cet inventaire et je n'évoquerai pas les postes qu'il occupe dans de nombreux conseils d'administration de grandes entreprises, TikTok par exemple. Quelle raison le gouverne ? Dans les contes, le personnage principal de l'histoire passe par toutes les phases. L'abnégation, le sacrifice, la témérité, méprisant les vaincus, jamais rassasié par toutes ses victoires. Lui aussi. Il est une idole pour les jeunes pousses capitalistes, il est un modèle pour les conquistadors. Ses vérités, il aime les ressasser devant des auditoires conquis, des journalistes fascinés, un peuple qui lui trouve des airs de Robin des Bois. Il a, pour reprendre le titre de son livre, une sacrée envie de foutre le bordel. Il aime raconter qu'il ne fait pas d'idéologie, pas de politique, mais que son histoire, ses succès, tout ça parle pour lui. Rappelez-vous cet avertissement donné aux enfants devenus grands. Les contes, c'est fait pour les enfants. Ils ne disent pas toujours la vérité. La belle histoire de notre personnage, qui plaît tant à ses supporters et à un univers médiatique aux ordres, tient de l'illusion si on la dispense de morale.
Elle ressort du reste davantage de la fable que du joli conte. Ainsi, notre personnage ne s'embarrasse pas de morale pour en arriver à ses fins. Sa puissance médiatique, sa puissance financière, sa fortune personnelle dépasse les 10 milliards d'euros, ses réseaux politiques, son armée de lobbyistes dans les réseaux sociaux comme dans les cercles autorisés, pour reprendre ce qualificatif coluchien, tout ça cumulé lui a conféré une place prépondérante dans l'histoire récente de la vie politique économique française. Son pouvoir est devenu souverain depuis qu'il a épousé la fille du milliardaire Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Qui peut sérieusement s'opposer à eux ? Personne de sensé, depuis que la démocratie est une affaire de clan. Le leur a transformé Paris en une affaire privée, une rente de situation. Dans mon dernier livre, je m'étais posé cette question. Xavier Niel, le personnage de notre histoire, ambitionne-t-il de devenir maire de la capitale ? Le précédent Michael Bloomberg, l'homme d'affaires américain, devenu maire de New York entre 2000 et 2008, avait activé cette hypothèse. Je pense que c'est le destin des villes-mondes, ce titre que Paris revendique. Elle n'est plus une ville à vivre, une communauté humaine, mais elle est devenue une cause sacrée pour les capitalistes. La ville-monde a acté la fin de l'histoire de la vie démocratique. Quand les élus sont réduits au silence de leur renoncement, il faut cesser de vouloir toujours rembobiner l'illusion de la citoyenneté ou celle du retour de la commune. C'est la raison pour laquelle cette idée, Xavier Niel, maire de Paris, n'est pas une chimère. Et s'il devait ne pas s'y investir en 2026, il ira en 2032. Pour lui résister, il faudrait lui opposer des individus moins vulnérables, davantage passionnés par la vie publique. De vrais personnages de conte, en quelque sorte, pour qu'on se réveille un matin sorti de ce cauchemar. Il était une fois une ville, Paris, qui n'est plus du tout une fête. Charmant, non ?